Mettons à partir de Yaoundé. Chaque matin, nous sommes là pour le même exercice. Nous vous donnons l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Le programme, c'est Espace Mini, 10h, 11h52. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nos 3 arrêts sont restés intacts. Tout à l'heure, on accueillera la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation du jour vous sera également offerte ce jour. En termes d'analyse, l'instant de l'analyse de ce matin nous amènera à parler des faux diplômes au Cameroun. Une interrogation, que pensez-vous des faux diplômes? Et maintenant, avez-vous l'impression que le Cameroun et surtout l'ordre gouvernant puisse résoudre cette équation de faux diplômes, cette affaire de faux diplômes qui prend de plus en plus de l'ampleur en République camerounaise, mais également dans le cadre de ce programme, parce que c'est un confrère, il y a une certaine solidarité. On marquera également un arrêt ce matin pour parler du cas Thierry Patrick Ondoa. Il s'agit d'un journaliste, il s'agit également d'un directeur de publication, le journal Le Point. Il a été interpellé par la police depuis hier, il est donc incarcéré depuis hier. On essaiera de comprendre pourquoi Thierry Patrick Ondoa est détenu jusqu'à ce matin du côté de la police au Cameroun. Que se passe-t-il avec le cas Thierry Patrick Ondoa? C'est dans le cadre justement également de ce programme. Tout cela se passe au canal 8. Oui, je dis bien le canal 8, ce canal plus international. Vous êtes à pic sur votre chaîne de télévision et qui monte. Et qui monte encore. Samuel Monjon, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux nombreux millions, pour ne pas dire milliards, de téléspectateurs à travers le monde. C'est toujours un plaisir d'être invité sur votre plateau, qui monte véritablement, je le confirme. Et je le confirme d'autant plus que j'ai été dans mon Yabassi natal il y a une semaine, et vous avez les salutations d'un de nos patriarches, Papa Youtou, qui est scotché 24 heures sur 24 sur Info TV. Quand il y a la lumière dans cette partie du pays, figurez-vous que Yabassi peut vivre 4 jours, 5 jours sur 7 sans électricité. Malheureusement, c'est le village de l'autre, donc vous pouvez suivre mon regard. C'est difficile de vivre dans ces conditions. C'est qui? Dans ces conditions-là, Blériot pourra mieux. C'est Blériot qui parle. Vous le dire. Ah, vous savez, Blériot le vendu. Un ministre de la République est originaire de là, donc. Il y a plusieurs ministres de la République qui sont originaires de là. Bon, il y a des ministres en fonction, il y a des anciens ministres, vous savez. On les appelle tous ministres. C'est l'ami de Blériot, donc il peut essayer de lui passer un mot pour lui dire quand même de penser aux populations de cette partie du pays qui broient le noir à longueur de journée. Donc vous avez les salutations de Papa Youtou. Très bien. Et qui salue également Blériot. Et il m'a envoyé un message pour lui. Je crois que ça sera un offre. Parce que, vous savez, chez nous, nous faisons partie nous faisons partie de la grande famille Bassa Batimpo. Et puis, quand les patriarches nous passent des messages, nous devons, en famille, essayer de faire des conciliambules, des espèces d'arbres à palabres pour essayer d'arrondir un peu les arbres. Il faut faire des compromis. Donc, c'est un patriarche mais pas qui de envoie compromission. Un message à l'endroit de Blériot Niemek. Très bien. Je crois qu'on se comprend. Ben, vous êtes là dans les devinettes, vous êtes là dans, comment Jésus appelait souvent cette affaire, les paraboles, tout ça. Après, tu dis que j'espère qu'on se comprend. On comprend quoi? Tu dis, c'est le village de tel, c'est un ministre, on comprend rien. Vous dites comme Patrice a envoyé un message à Blériot. À la fin, tu dis que j'espère qu'on se comprend. On comprend quoi? Vous êtes dans le mysticisme. Vous savez, il y a des choses qui ne se disent pas le jour. Merci beaucoup. Mais allez dans vos histoires de la nuit. Merci Samuel Bonjour. Samuel Bonjour qui a été journaliste et directeur de publication du journal Direct Info. À côté de Samy, nous allons accueillir un habitué du plateau, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, une fois de plus. Le très grand sac de la modération me fait le plaisir d'être sur ce plateau en ce matin. Je suis là face au grand frère
qui est là, qui va faire la grande consultation, et puis le plaisir de retrouver cet aîné très chaleureux tout à côté de moi, à la personne de Samuel Bonjok. Je profite de l'occasion comme ça pour saluer tout cet important audimat, toujours émulé tous les matins, 10-12 heures. En raison de ce programme, je salue tous nos technico-artistiques, les hommes de l'ombre qui font un travail magnifique pour que nous soyons reçus avec cette qualité partout à travers le monde. Je salue comme ça tous ceux qui nous regardent, notamment aussi sur les supports de communication numérique, etc. Merci bien pour l'invite de ce matin. Selon Eric Tournel, qui est somme toute la mienne, j'espère qu'on va passer un grand moment de télé. Voilà. Ah oui, nous allons passer de très grands moments de télévision. Et ça, je vous le jure. On va accueillir notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel. Il est toujours en poste, toujours combattu, mais jamais abattu. Il reste descendant de Oumniobé. Pierre Blérugna, mec, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Je sais pas, depuis hier, je deviens de plus en plus brun. Je compte. Je vous ai dit que je suis pas congolais. Peut-être que vous avez un sang d'albinos. Non, je suis pas congolais. On connaît mon teint, voilà. Vous avez un sang d'albinos. Voilà, là c'est Niémé. Avant, là c'était pas moi. Alors, j'aimerais souhaiter prompt rétablissement à deux personnes. Ma grande sœur Alice Esaka dans le Maryland, aux États-Unis, et une autre amie à moi, Yvette Robert, en Suisse. Les deux ont eu la mauvaise grippe qui sévit ces derniers temps. Ouais. Ces deux personnes qui me sont particulièrement chères. Donc, je voulais leur passer tous mes encouragements. Elles sont au Cameroun? Non, Alice Esaka est dans le Maryland, aux États-Unis. Ah, donc cette grippe qui sévit au Cameroun C'est attaque également Oui, les oui, Américains. Robert, Yvette, elle est en Suisse. Bon, je lui ai demandé, Une Suissesse. je lui ai demandé si elle a vu notre président quand il était là-bas. C'est un continental. Elle m'a dit que non, elle n'est pas à côté de l'hôtel. Le président n'était pas en tourisme. Ce n'était non plus un objet d'attraction pour que tout le monde qui est en Suisse puisse le voir. Bon, Samuel Bonjok a dit que c'est papa qui? Papa Youtou. Papa Youtou est patriarche. Je ne sais pas encore, il va me dire en off, mais moi je voudrais dire déjà quelque chose à Papa Youtou. Comment toi tu dis que je suis Papa Youtou? Oui, je donc, vais d'abord, donc tu n'as pas connaissance. J'ai son message. J'aimerais dire quelque chose à Papa Youtou, à d'autres Papa Youtou, à d'autres patriarches. J'attends des Bassa Batimpo qu'ils reprennent leur grandeur d'antan. C'est-à-dire que quand il y a une situation, qu'ils jugent avec impartialité, qu'ils jugent avec justice, mais qu'ils ne soient pas obnubilés par le fait que tel aurait de l'argent, tel aurait ceci, tel aurait cela. Donc, si le message de Papa Youtou vise un mauvais enfant Bassa Batimpo qui dérange, je vais continuer à dire à cet enfant Bassa Batimpo qu'il dérange. Ça, que si c'est ce message-là, ça ne va même pas changer, ça va même s'aggraver. Pour l'autre, là, il faut que chacun soit peut-être Papa Youtou, lui, voulait te dire qu'il veut t'envoyer un bon... Non, je n'ai pas dit que j'ai... Un bon bongo chobi. Oui, j'ai... Mais là, toi, tu fais le procès d'intention à Papa Youtou. Ok. Maintenant, parfait, vous avez dit que nous en parlerions. Vous avez évoqué, je crois que peut-être vous trouverez un moment, du cas de ce DP. Ouais, Thierry Patrick Ondoa. Oui, on en parlera tout à l'heure. Hein. D'accord. Net après la revue de la presse. Bon, donc là, je peux directement passer à... Sans transition, nous prenons la sagesse de ce matin. Ce qui grandit un homme, ce ne sont pas les combats qu'il gagne contre les autres. Ce sont ceux qu'il remporte sur ses propres faiblesses. On peut reprendre. Ce qui grandit un homme, ce ne sont pas les combats qu'il gagne contre les autres. Ce sont ceux qu'il remporte contre ses propres faiblesses. Ça veut dire quoi? Parfait. Ce qui nous rend petits, ce sont nos faiblesses. Ce n'est pas les victoires que nous remportons sur les autres qui nous grandissent. Donc si vous voulez grandir, moi par exemple, je lutte contre la nervosité parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très nerveux. C'est une faiblesse. Vous pensez que vous avez beaucoup changé? Oui, parce que ce que j'étais avant, ça n'allait pas être comme ça. Oui, parce qu'avant, j'arrêtais avec les mains. Bon, maintenant, je subis. J'ai d'autres faiblesses contre lesquelles je lutte.
Je lutte par exemple pour le gros appétit pour les femmes. Ah bon? Oui, oui. Oui, oui. Je lutte parce Donc que... vous reconnaissez que vous avez un gros appétit pour les femmes. Oui, mais je lutte contre ça. Donc pour vous, les femmes, c'est la nourriture. C'est une forme de nourriture, entre guillemets. Donc, je lutte contre mes faiblesses et je crois que c'est ça qui nous grandit. Voilà. Ce n'est pas les victoires que nous pouvons remporter ici et là contre un tel ou un tel autre. Merci, hein. Merci Pierre Biru pour ces éternelles sagesses matinales. Est encore attendu sur ce plateau un franquiste. Il s'agit de Fundiku Moubarak. À tout de suite pour la suite. Claudia Ncha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Féminin qui nous regardent ce matin. Comment tu vas ce matin justement? Je vais bien, et vous-même? Ah ben, c'est vrai que depuis pratiquement près d'une semaine, je ne vais pas très bien. Pourquoi? Vous voyez que vous n'avez pas eu l'impression que ça n'allait pas. Pas du tout. C'est ça le mauvais côté de notre métier. Hein. Vous souffrez, mais vous montrez toujours à la face du monde que ça va bien. Et je suis souffrant. Je suis à ma 3e perfusion, et quelques comprimés. J'associe aussi avec les herbes et les écorces du village. Il y a une vilaine grippe et un palu ténace qui ont voulu avoir raison de moi. Mais tel un soldat, j'ai dit je n'abandonnerai pas. Donc je prends la perfusion avant de venir au travail. Et dès que j'ai fini, j'ai dit je m'en vais bosser. Parce qu'ils sont des millions qui m'attendent à travers le monde. Et quand je viens, je suis souriant. D'accord, super. Si tu entres dans mon véhicule, tu vas voir un paquet de remèdes. Un paquet de remèdes. Claudia? Oui, parfait. Le rouge à lèvres. Jolies lunettes. Merci. Mais je voudrais dire aux téléspectateurs, hein, la dernière fois, vous avez eu à m'offrir une paire de lunettes. Chers téléspectateurs, quand l'émission est finie, Claudia est revenue dire, remets-moi mes lunettes. J'y crois pas. Il a dit, je vais dire ça aux téléspectateurs. Parce que là, tu as floué les téléspectateurs. Tu fais les choses des enfants. Elle dit, je te donne mon bonbon, 2 minutes, remets-moi mon bonbon. Non, il n'y a pas que les D'accord. Bon, si on doit régler cette affaire en direct, bon, je vous ai remis ces lunettes, vous avez enlevé ces lunettes ici en direct. Non, j'ai dit, pour l'instant, j'enlève d'abord. Non, il était question qu'on termine l'émission avec les lunettes. Il ne voyait plus bien. Ici, il n'y a pas que les enfants qui font ça. Ah bon? Même les adultes? Ma grand-mère avait fait ça lors d'une réunion. Elle a pris l'argent devant les autres femmes. Elle a donné à mon grand-père. Oui. Les femmes n'étaient pas encore arrivées à 100 mètres. Elle a dit, remets-moi mon argent. Mon grand-père a attendu 1 an. Quand la même réunion est revenue, quand les femmes ont fini, ma grand-mère veut lui donner l'argent. Il dit non. Il a exposé devant les femmes. Il dit, vous qui donnez la l'argent à cette femme. Elle me remet souvent, mais dès que vous sortez, elle reprend. Donc, c'est ce que Claudia a fait. Donc, en guise de sanction, et je suis d'accord avec les téléspectateurs, tu vas donc m'offrir une paire de lunettes. Ce ne sera plus la même. Hein. Je connais celle de l'autre, moi je ne la prends plus. Une autre. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, ce matin, les journaux parlent du tronçon routier à Ouaille et ce soir. Nganonju Messi, satisfait de l'avancée des travaux, le tri-hebdomadaire La Météo nous fait savoir que c'était au cours de l'évaluation du chantier de ce tronçon routier situé dans le département de l'Amofoué à Famba. Le ministre des Travaux publics s'est félicité des 35 kilomètres déjà revêtus de bitume en 83 jours seulement, incluant la saison des pluies, alors qu'aucun décompte n'a été payé
à l'entreprise CEFEC. Le chef de l'État est de retour au pays. À peine arrivé, il travaille au lendemain de sa venue. Paul Biya passe à la vitesse supérieure et nomme de nouveaux responsables au ministère de la Défense. Le quotidien Info Matin nous donne toutes les précisions en page 3. Une autre actualité retient l'attention de Dieudonné Mbengue ce matin. Au bas de une de son journal, nous lisons la presse en danger. Il demande la libération de Thierry Patrick Ondoa. Qui est-il réellement? Eh bien, il s'agit du directeur de publication du billet hebdomadaire Le Point, déférant hier à une convocation de la DRPJ, j'y arrive, du centre. L'ODP au nom de la justice a été immédiatement placé en garde à vue, apprend-on. Après cette demande de libération, le quotidien Mutation nous permet de revenir sur l'un des sujets phares de cette semaine. Le retour de Paul Biya sur la table du président. Se trouvent des dossiers dormants pour Georges Alain Boyomo. Le pays est aux urgences. Et pour le réveiller, il faut toucher certains points clés. La page 7 nous livre les points essentiels. Même son de cloche pour la nouvelle expression en kiosque ce mercredi. De retour au pays, la dernière de retour au pays a étudié les dossiers qui attendent le président sont à découvrir en page 2 de ce journal. Le Messager s'intéresse à l'arrivée du président. Le tabloïd s'interroge. Biya de retour au pays, la dernière balle du shérif, point d'interrogation. Pour Max Penjo, le père de la nation est certes de retour, mais l'histoire bégaye. Allez-y savoir pourquoi dans les colonnes du journal indépendant. Au-delà de tout ce qui attend le président depuis son retour, le Témoin nous permet de revivre dans son édition du jour l'accueil du président Paul Biya à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Eh bien, plus de 1000 jeunes de la région de l'Est y étaient présents. Puisqu'on parle de politique, le jour nous révèle ce matin que la dictature et le pouvoir y m'ensemble. Pour un rappel mémoire, à Menmena, nous présentons les visages d'anciens dirigeants d'Afrique, notamment Omar Bongo, Ben Ali, Robert Mugabe, Mobutu Sese Seko, Félix Houphouët-Boigny, comment finissent les demi-dieux? L'enquête sur les derniers monuments potentats africains à lire en page 2 et 3 de ce journal. Nous changeons de cap pour parler cette fois-ci de la corruption en milieu universitaire. Cameroun Tribune fait la guerre aux faux diplômes. Armez-vous en page 5. Tournez la page 3 du Messager pour découvrir une autre actualité. Il s'agit du concours d'admission à l'ENAM. Il y en a qui pleurent, ce sont les Mboro. Les candidats issus de cette communauté de la région du Nord Cameroun crient au monnayage des places et pour faire entendre leur voix, ils saisissent le président de la République dans l'espoir de résoudre cette injustice. Entre-temps, du côté du Djaïlobo, le front des rebelles est en marche. Les détails se retrouvent de la page 5 à 7 du journal indépendant qui revient. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouarekindi nous propose des informations ce mercredi. Une seule retient mon attention. Nous parlons de religion avec l'église catholique. Le journal nous dit pourquoi le Cameroun a encore raté un poste de cardinal. Je vous donne quelques raisons évoquées par le tabloïd. Le Vatican reproche à l'église catholique du Cameroun les multiples crises internes qui la secouent, le tribalisme, le népotisme, mais aussi le mauvais traitement des prêtres, etc. La suite à découvrir en page 5. Je clôture cette revue de la presse avec la lutte contre la grande criminalité, le banditisme. Guy Baïgatama a de bonnes nouvelles pour nous ce matin. 20 agresseurs aux arrêt dans la ville de Garoua, le récit de l'arrestation et les forfaits commis, toute l'histoire se retrouve en page 5. Merci. Et bien des choses au grand frère d'épée de l'œil du Sahel, Guibaï Gatama. C'est un grand frère qui est très respecté au niveau de la presse. Guibaï. Oui. Il est l'un des grands frères quand il appelle un petit confrère. Quand je dis petit confrère, c'est-à-dire qu'en âge, au niveau du métier et tout, le petit confrère prend le téléphone avec beaucoup de respect. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Donc moi je respecte Guibaï Gatama, de l'œil du Sahel. Oui. L'œil du Sahel, très important journal. Oui. Alors, Claudia? Oui, parfait. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Excellente journée, surtout bonne suite d'émission. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. Claudia n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, petite Claudia. Reste très très prudente. Merci beaucoup. Alors, lorsque Claudia nous donnait donc toutes ces informations, nous avons retenu que la CONAC a lancé une campagne. C'était hier du côté de l'université de Yaoundé 1, une campagne concernant la lutte contre les faux diplômes. La campagne va s'étendre sur toutes les universités d'État et certains instituts universitaires
universitaires concernant le supérieur. Ce matin, justement, nous prenons ce prétexte pour parler de la lutte contre les faux diplômes au Cameroun. Et nous sommes de tout cœur avec Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana, qui a également titré sur cette forte actualité, toujours dans le cadre de cette revue de la presse. Et nous vous le disions déjà en ouverture de ce programme, on devait marquer un arrêt important pour comprendre pourquoi le journaliste directeur de publication du journal Le Point, Thierry Patrick Ondoa, est pour l'instant en garde à vue du côté de la DAPJ. Que se passe-t-il avec le journaliste Thierry Patrick Ondoa? Et Info Matin du très grand frère Dieudonné Vent, au bas de la page de ce jour, parle tout simplement de la presse en danger. Il demande la libération de Thierry Patrick Ondoa. Je vais commencer par accueillir déjà Fondikou Moubarak. Et souvent, on problème avec le premier nom, Fondikou. Oui. Fondikou Moubarak. Bonjour, Moubarak. Parfait. Bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les co-panélistes sur le plateau. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes arrivé en retard. Bien évidemment. Je fais l'apologie de ce retard-là. Vous êtes SGA du côté du mouvement franquiste. Bien évidemment. Le mouvement des franquistes vous remercie pour votre sollicitation à chaque fois que vous associez ce mouvement à vos plateaux pour davantage édifier l'opinion publique et construire une conscience collective autour d'un Cameroun meilleur, un Cameroun gagnant. Monsieur Mohamed Rahim Noumeu, qui est le président de ce mouvement, me charge de dire à l'endroit des concitoyens de continuer à croire en la nation, de continuer à faire confiance à la République, en se disant que les institutions sont fonctionnelles, donc les populations ne doivent pas céder aux sirènes du désordre, aux sirènes de la déstabilisation, qui espèrent par des situations chaotiques peut-être accéder à certaines fonctions à travers le Cameroun. Merci. Vous dites que le mouvement franquiste me dit merci. Bien évidemment. À mon tour, vous allez leur dire que c'est bien. Mais j'aime les merci qui bougent. Bien évidemment. Les merci qui bougent. Merci agissant. Okay. Merci. Alors, Pierre Blériot, je te passe d'abord la parole. Pierre Blériot, un confrère, a été détenu hier. Il est en garde à vue du côté de la DRPJ. Certains estiment que pour l'heure, il s'agit une fois de plus d'une autre atteinte grave à la presse camerounaise. Je vous passe la parole. Oui, parfait. En termes de complément d'information, à l'heure qu'il est, il est déjà au parquet. Ça va vite là. Oui, il est au parquet et il va être reçu par le procureur. Et nous espérons que la chose va prendre une orientation heureuse pour le confrère. Vous savez, les délits de presse et autres sont encadrés. Et le président Paul Biya, qui ne nous a pas donné beaucoup de choses, nous a au moins donné la liberté d'expression. Les délits de presse étant encadrés, lorsqu'un journaliste a commis une faute, on connaît les procédures. Mais il se trouve quand même quelques personnalités qui veulent voguer à contre-courant et intimider la presse. J'aime dire à ces personnalités qu'elles ne font pas pour elles-mêmes une bonne campagne. Dans le cas précis de ce DP, celle qui lui a porté plainte, c'est la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Madame Ketia Cortez, qui a pour surnom « Il y avait quoi avant ?» Ça, c'est vous qui le dites, hein? Je dis que c'est son surnom. Donc, vous créez des qu'elle me porte aussi plainte? Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, je dis que c'est des ministres ou celles des hautes personnalités qui font encore dans ce registre-là ne font pas la politique du chef de l'État. Le chef de l'État, lui, il est plus doux. Je me demande donc, si on vous donnait tous les pouvoirs que ce monsieur a, ce que vous feriez de nous. Vous avez une portion de pouvoir et vous matez. Peut-être que la ministre s'attend à ce que je vienne pleurnicher ici. Pardon, laisse seulement le DP. Non. Il y a des voies de recours. Le CNC est là. Et là, moi, j'en appelle au président du CNC qui doit défendre les journalistes. C'est lui qui a l'autorité de punir
les gens de cette corporation. Il ne faut pas que cette épée de Damoclès continue de peser quand vous parlez, quand vous dénoncez. Ah ben, tel va te mettre en prison, tel va user de tel pouvoir. Parce que il m'est arrivé aussi d'écouter quelques personnalités dire comment elles vont faire pour mettre en mal certains journalistes. C'est quand même sauvage, c'est pas bien. Alors, ceux qui nous écoutent, qui ont le téléphone de Madame la ministre, qui peuvent l'appeler, lui dire que la procédure que tu utilises là n'est pas bonne. Parce que tu vas devenir, et je crois que même si on est l'ami de Madame la ministre, je dis aux journalistes, quand l'un d'entre vous est attaqué, faites bloc. Ne faites pas vos affaires de vous valider souvent 50, 100 000 là. Non, c'est petit ça. Faites bloc, les 50 000 là vous donnent même quoi. Faites bloc pour qu'on vous respecte. Ne livrez pas quelques-uns parce que toi tu iras valider, parce que vous verrez, certaines presses dès demain vont commencer à publier contre ce DP. C'est de la sauvagerie. Dites si vous êtes des amis de ces ministres, dites-leur, Madame le ministre, vraiment, ce sont nos confrères. Il faut utiliser d'autres méthodes. Il faut, voilà, c'est comme ça. Voilà ma plaidoirie. Très bien. Voilà. Merci Pierre Blériot. Je vais justement passer la parole à un confrère sur ce plateau. Il s'agit de Samuel Mbandjok qui connaît très bien le DP Thierry Patrick Ondoa. Alors, Samy, on sait quand même, Pierre Blériot l'a évoqué tout à l'heure, si un journaliste, vous estimez que le journaliste vous a diffamé, vous estimez que le journaliste a dit ce qui n'était pas vrai, vous estimez de toutes les façons que ce que le journaliste a fait n'est pas à votre convenance, il y a plusieurs voies de recours. Vous pouvez commencer par un droit de réponse, vous pouvez aller au Conseil national de la communication, le CNC, qui est actuellement dirigé en ce moment par un grand journaliste, M. Djou Chebonken Kalabopsou. Vous pouvez avoir d'autres voies de recours. C'est quoi cette affaire, Samy? C'est-à-dire, le ministre estime que le journaliste a écrit quelque chose qui n'est pas vrai. Il saisit directement la justice. Et quand le journaliste se présente, parce que c'est ça le problème. Le journaliste se présente, il répond à une convocation. Il donne un certain nombre d'explications et certainement d'éléments. On dit au journaliste, monsieur, c'est mal parti pour vous. Pour commencer en cellule. Quelqu'un me disait ce matin en entrant dans ce studio, parfait, vous accepterez toujours qu'on vous méprise comme ça, qu'on méprise toujours les journalistes comme ça. Je vous passe la parole, Samuel Mbandjok. Parfait, ici je suis un peu gêné par cette situation parce que il s'agit d'un confrère. Mais je tiens à vous dire que lorsque nous sommes dans un État qui n'a pas dépénalisé les délits de presse, nous ne pouvons que vivre ce type de situation. Nous, quand on était encore très fervents militants du syndicat national des journalistes du Cameroun, nous avons mené des batailles féroces, farouches, et nous avons interpellé la mobilisation de toute la presse camerounaise. Mais dans ce combat, mais malheureusement, nous étions mal compris, nous n'étions qu'une poignée. Nous n'avons pas réussi à l'époque à faire inverser le gouvernement quant à la dépénalisation des délits de presse. C'est vers là où nous devons arriver. Mais lorsque cela n'est pas fait, comme dans plusieurs autres pays d'ailleurs, plusieurs journalistes sont poursuivis en justice, plusieurs journalistes sont incarcérés, et malheureusement, nous devons poursuivre le combat. Mais certains d'entre nous ont opté pour la filouterie. Même au sein du syndicat national des journalistes du Cameroun, on a eu des présidents qui ont prié par une absence totale dans l'action syndicale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recommencer les mêmes travers d'hier. Moi, je pense que, pour le cas d'espèce, le journaliste a le droit de donner l'information, mais de donner également la bonne information. Lorsque le journaliste va au-delà ou au travers des règles d'éthique et de déontologie, il y a bien entendu des instances de régulation qui sont là pour encadrer la profession. Le journaliste n'est pas dans un monde
dans un no man's land. C'est pas une anarchie. Il n'est pas dans une anarchie. Le journalisme, c'est une profession noble qui se réalise selon les règles de l'art. Et quand vous évoquez le CNC, effectivement, qui doit faire son rôle, oui, la justice également est là. Le journaliste n'est pas exempt de poursuites judiciaires. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis en procès contre le directeur général de la SIC, la Société immobilière du Cameroun, depuis 2022. Ça fait 3 ans. À ce niveau, je vous relance. Ça fait 3 ans que je marche devant les tribunaux. Plus de 40 renvois. Samuel, Je subis une torture judiciaire. Samuel, vous dites que vous êtes en ce moment en procès avec contre le DG de la SIC. Alors, mais vous pouvez quand même sortir de votre maison, venir parler à Info TV. Ça signifie que vous comparaissez libre. Alors, Thierry Patrick Ondoa, lui, ne pouvait pas comparaître libre, ou alors les faits retenus entre guillemets sont d'une gravité à nul autre pareil. Parce que vous êtes un bel exemple là. C'est Samuel Bonjour lui-même est en procès contre le DG de la SIC. Le DG de la SIC a porté plainte contre Samuel Bonjour. Mais toi, tu es libre. Mais pourquoi quand Thierry Ondoa s'est présenté à la DRPJ hier, on a seulement pris Thierry Ondoa, on l'a balancé en cellule comme un malpropre? Effectivement, qu'est-ce qu'il faut interroger dans ce cas? Qu'est-ce qu'il a même fait? Qu'est-ce qu'il faut interroger dans ce cas? Lui, si vous voulez qu'on entre dans ce qu'il a fait, dans les chefs d'accusation, parce que on ne peut pas dire dans ce qu'il a fait dans les chefs d'accusation, ils sont connus. Injure, propagation de fausses nouvelles, diffamation et autres. Je crois que ce sont des délits de droit commun, qui ne sont pas des délits de presse. Il faut aussi que nous éduquions un tout petit peu l'opinion qui nous écoute, au-delà d'alarmer. Mais j'étais en train de dire que moi je comparais libre. Pourquoi? C'est à la justice de décider qui mérite une comparution libre, qui mérite une comparution incarcérée. Maintenant, ce n'est pas le DG de la SIC n'a pas voulu passer les coups de fil pour que tu comparesses. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est ce qui se passe dans le cas d'espèce. C'est pas comme ça par coup de fil. Non, malheureusement, nous éclairons l'opinion. Ce ne sont pas les coups de fil parce que si c'était le cas, je serais moi aussi incarcéré. Beaucoup de journalistes par comparaison libre. Beaucoup de journalistes pensent que les faits retenus contre eux ne sont pas qualifiés d'avérés ou bien la grande. J'aurais pu dire à Parfait Aïssi que tu ne peux pas te prononcer sur la question. Non, pourquoi je ne me prononce pas? Non, pourquoi je ne me prononce pas? Je suis tu aurais pu par élégance libre de... C'est ton confrère qui est incarcéré. Je ne suis pas par élégance. Mon discours n'est pas en charge. Non, mon discours n'est pas en charge. Je viens de dire que mon discours ce n'est pas le droit commun, le droit commun. Nous sommes dans l'éducation populaire. Est-ce que madame la ministre a demandé un droit de réponse? Est-ce que madame la ministre... Je ne suis pas dans le dossier, mais si vous voulez que je vous le dise, le droit de réponse a également effectivement été servi au journal Le Point. Je ne suis pas dans le dossier, je le dis parce que de ma proximité en tant que journaliste de terrain et d'investigation, je sais au moins que un droit de réponse a été adressé à ce journal. Je ne sais pas si ça a été publié ou pas. De toute façon, je ne vais pas entrer dans les profondeurs du dossier. Moi, je parle en termes d'éducation populaire pour dire que, en tant que journaliste, nous avons le devoir de mener notre profession selon les règles de l'art afin que la justice soit de notre côté le jour où... Cela signifie donc que Samuel, vous êtes donc d'accord que pour le cas de Thierry Patrick Ondoa, c'est bien fait pour lui. Il doit être dit. Non, jamais, j'ai pas dit ça et je ne pourrais jamais le dire. Je ne pourrais jamais le dire. Est-ce que tu demandes à la ministre de le faire libérer parce que c'est elle qui l'a fait enfermer? Ce n'est pas elle qui l'a fait enfermer. C'est elle, malheureusement. Mais est-ce que c'est moi qui l'a fait plainte? Est-ce que c'est moi qui l'a fait? Ce n'est pas au plaignant, ce n'est pas le plaignant de décider de l'incarcération d'un prévenu. Nous sommes au cas de dire, si on le dit bléreux, c'est pas juste. Si tu vas à la DRPJ, toi journaliste, à peine on te reçoit, on te met directement en cellule. Ce sont les coups de fil. C'est comme ça que ça se passe? Non, pourquoi vous dites à peine? Vous dites, est-ce que tu as le courage de demander à madame la ministre est-ce que le DP n'est pas venu à la PJ avec un avocat? Non, on ne peut pas faire un procès en sorcellerie parce que nous n'étions pas là. Moi, je donne juste l'éducation populaire parce que moi-même, je suis victime de ce type d'acharnement contre la presse. Et je dis que c'est à la justice d'évaluer. Mais vous comparaissez. Effectivement, c'est à la justice d'évaluer la gravité des faits. Est très dangereux par rapport à... Voilà, je parle des faits et non de l'individu, monsieur. Je dis donc que c'est à la justice d'évaluer les faits
qui sont reprochés à tel ou à tel individu, puisqu'il n'y a pas de dépénalisation des délits de presse, alors le juge ou alors l'enquêteur, l'officier de police judiciaire est libre d'évaluer la gravité des faits et de décider de l'incarcération d'un individu. Mais je suis partisan de ce qu'on dépénalise les délits de presse et vivement qu'on libère le DP parti Ondoa, qui doit continuer à faire son travail selon les règles de l'art en respectant l'éthique et la déontologie. Avant de parler de la dépénalisation des délits de presse, moi je vais d'abord passer la parole à Alain Douk, qui est journaliste. Et je reste, oui, qui est journaliste, et je reste sur ma première préoccupation. Je n'ai pas encore reçu une réponse entre guillemets satisfaisante. Madame le ministre a porté plainte contre un journaliste. Il s'appelle Thierry Patrick Ondoa. Il est d'ailleurs DP du journal Le Point. Il s'est présenté pour répondre à cette convocation et il n'est plus rentré chez lui. Voilà les faits. Et ma question est celle de savoir, est-ce que ces faits sont suffisamment graves pour que le DP ne puisse pas comparaître libre, puisque nous avons sur ce même plateau un autre journaliste qui a également eu une plainte, le DG Lassé qui a porté plainte contre Samuel Bonjok. Et M. Samuel Bonjok, depuis plus de 2 ans, il comparaît libre. Je vous passe la parole. Nous évoluons dans ce pays dans une espèce de clair-obscur en ce qui concerne les libertés individuelles et la liberté de la presse notamment. Vous comprendrez quand même que c'est un pays où, si on se met à égrener quand même le chapelet de ces journalistes qui ont été sommairement neutralisés, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'ils faisaient leur travail, on changera immédiatement de perspective dans notre approche et notre considération de l'écosystème journalistique ici au Cameroun et la praxis du métier de journaliste. Le grand dame dans cette affaire, c'est que le journalisme ne se fait pas selon les canons, parce qu'en réalité le journalisme devrait rechercher la vérité. Mais le contexte est tel que on a des alignements idéologiques et partisans. Il y a des journalistes système. Il y a des journalistes qui veulent faire leur travail dans un contexte de précarité. Et vous savez, le fait aussi de les précariser permet, notamment par ricochet, de les dociliser. Il y a des journalistes, justement, qui ne peuvent pas subir ce que le confrère vient de subir. Il y a gage également. Oui, il y a de tout. Il y a des journalistes qui ne peuvent pas subir. Ils ne peuvent pas subir ça parce qu'on connaît leur alignement idéologique. Ils sont pour le pouvoir. Ils sont les journalistes du deep state. Et même un alignement d'ordre ésotérique. Oui. Puisqu'ici, c'est le culte qui dirige le pays. On sait comment ça fonctionne. Et la plupart du temps, c'est même les vrais journalistes, les journalistes sérieux, qui ont à cœur de faire leur travail, qui souffrent le plus le martyr. Il faut qu'on se le dise sans embâche. Le monsieur n'a tué personne. On sait comment ça doit se passer. Il doit pouvoir comparaître libre. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi, en dépit du fait qu'il n'ait pas commis un crime, il n'est pas versé de sang, et quand l'espèce, il devrait comparaître libre et venir répondre librement des chefs d'accusation portés contre lui, il est quand même, selon l'économie que vous connaissez de notre système, qu'on veut vous intimider. Il a été rapté. Bon, monsieur, etc. Mais là, c'est le procès de la justice. C'est mon tour de parole. On te prend à la ramasse, etc. pour des choses que tu peux prouver parce que le journaliste, il n'est pas en compte, c'est un intellectuel, certainement en arrière-plan. Il a tous les dossiers possibles pour étayer tout ce qu'il a dit. Qui va regarder les dossiers? Bien, maintenant, pourquoi on essaye de l'intimider? C'est là où ça devient intéressant, cette affaire. Le projet CD2, financé par la France, etc., pour permettre l'urbanisation d'un certain nombre de régions, de cités ici au niveau du Cameroun et tout. Dans le cadre de la coopération bilatérale, c'est beaucoup de milliards qui sont donnés par... Alain, donc, nous n'allons pas entrer dans le fond du dossier. Oui. Ce fond de dossier que je maîtrise également. Voilà. Je préfère que nous nous arrêtions à votre première prise de parole. Et là, je vais passer la parole à Moubarak du mouvement franquiste. Moubarak, ce matin, nous sommes en train de défendre, entre guillemets, un confrère. Nous estimons, pour l'instant, que les charges retenues contre monsieur Thierry Patrick Ondoa ne sont pas suffisantes pour être arrêté tel un malpropre et balancé dans la première cellule comme si ces messieurs n'avaient pas une maison
bien connu, un lieu de travail, comme si toutes les garanties, et beaucoup estiment que c'est déjà un peu trop comme ça au Cameroun de mépriser autant la presse et donc les journalistes. Oui, parfait ici. Ce que je dirais, c'est que j'espère que votre confrère retrouve sa liberté et qu'il puisse comparaître libre. C'est le mal qu'on peut lui souhaiter. Mais pour revenir à la situation elle-même, il a dit quelque chose, il a dit des éléments tout à l'heure, l'Indo, qui peuvent nous remettre dans le contexte. Madame la ministre n'a pas décidé de se faire justice elle-même. Je pense qu'elle s'est sentie lésée par une situation. Elle a décidé de porter l'affaire devant les instances habilitées à rendre des décisions de justice. Ce sont ces instances-là qui sont compétentes, qui sont qualifiées même déjà pour se dire compétentes de connaître de l'affaire. C'est-à-dire que si c'était un dossier qui relevait du cas du CNC... Non, je récuse ça. Non, laisse-le. Si c'est un dossier qui relevait du cas du CNC, il revenait au juge de dire que je ne suis pas compétent pour connaître de ceci parce que là, ça relève du domaine du CNC. Mais quand le juge s'est jugé compétent de le connaître, ça veut dire qu'il y a un fond pénal qu'il faut qu'on laisse à l'appréciation de la justice. Maintenant, le fait de l'avoir gardé, c'est peut-être malheureux parce que, bon, nous sommes des pères de famille, personne ne voudrait voir un Camerounais sortir le matin, laisser femmes et enfants à la maison et puis ne plus rentrer. Mais c'est encore à la justice d'apprécier le caractère pénalisable ou non de cette affaire. Je vous relance un peu. Les juristes vont nous aider tout à l'heure, les juristes de fond. Je reprends ceci. Un journaliste, on a porté plainte contre un journaliste. On accuse le journaliste qu'il y a eu, c'est un exemple, détournement de 50 milliards par rapport à tel projet. Le journal a dénoncé cela. Et il y a eu ceci, il y a eu ça, il y a eu ça. OK? Au moment où on convoque dans le journal la DRPJ, qu'est-ce qu'on devrait demander aux journalistes? Les éléments de preuve. Pour l'instant, le journal en question n'a pas des éléments de preuve. Non, mais ça dépend. Non, maintenant, nous ne sommes pas à la DRPJ pour savoir pour savoir si les éléments de preuve fournis par le journaliste sont convaincants pour affirmer ce qu'il a dit dans sa publication. Attends d'abord, doucement. Et c'est la, je pose une question. Et c'est la PJ qui dit si les éléments sont convaincants ou pas. La PJ ne peut pas dire. Mais c'est à la PJ malheureusement de le faire, monsieur. L'instruction judiciaire, monsieur, parfois, l'instruction judiciaire commence à partir de la police judiciaire. Et c'est à partir de cela, à ce niveau, qui juge des éléments convaincants. Écoutez-moi, c'est le police judiciaire qui permet toute Samuel Bondiok. Non, nous devons éduquer l'opinion. Nous sommes en train de fabriquer l'anarchie. Il me souvient que... Oui, je dis que nous sommes en train de faire l'apologie de l'anarchie. Non, moi je pense que vous ne tenez pas compte de notre contexte. Nous sommes en train de faire l'apologie de l'anarchie. Des personnalités, c'est un certain nombre de fonctionnaires en annexe, notamment même bien la justice. C'est un nombre de choses ici au pays. On l'a fait, c'est quoi l'a fait. Mais c'est quelqu'un qui a porté plainte et qui demande à la justice de rendre justice. Ce n'est pas elle qui décide à la place du juge. Et la procédure commence à la PJ. On va passer la parole à Blériot. On vous a compris, Moubarak. Blériot, pratiquement l'une des dernières prises de parole concernant cette folle actualité au Cameroun. Je ne veux pas faire de fausses victimes. Les grands patrons de presse qui nous écoutent savent ce qu'ils ont à faire. Parce que quand ces gens-là leur demandent des services, ils ne les amènent pas souvent à la PJ. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour qu'on libère ce monsieur. Parce que sans la presse, les mêmes ministres-là qui convoquent souvent des fausses réunions de ceci ou de cela pour qu'on dise ce qu'ils veulent qu'on dise. Vous devez défendre le journaliste que vous voulez. Je t'évite. Donc évite-moi. Je sais pourquoi je t'évite. Évite-moi. Je t'évite. Sinon tu vas aller voir le patriarche de YouTube. Voilà. Je t'évite. Moi je veux seulement parler du confrère. Moi je dis aux grands DP et autres de saisir le ministre Sadi, de saisir Georges Tchibonke Kalabouti, afin que le journaliste comparaisse libre.
et qu'on lui donne la possibilité de déployer sa défense. Après, vous avez dit qu'il n'y a pas une défense de la justice. Et je dis l'option prise par Madame la ministre de passer par les intimidations. Non. Il faut que... Ce sont de la formation gratuite, monsieur Blériot Niémec. Je suis champion dans le jeu là. Permettez également. Comment une justice qui a un chef suprême peut être libre? Non. Mais Blériot, rechutez. Je suis porté plainte aujourd'hui devient une intimidation. C'est-à-dire que lorsque tu portes plainte contre quelqu'un, tu es en train de l'intimider. Je dis que lorsque vous portez plainte pour un délit de droit commun et que le journaliste arrive, on le rapte directement dans une cellule, c'est de l'intimidation. Alors, je continue en disant que cette option-là peut créer la césure entre ces personnalités qui aiment bien la presse à des moments, lorsqu'elle leur est favorable. Donc, vous-même revoyez votre position. Vous n'allez pas intimider tout le monde. Il y a une bonne presse, monsieur Niémec. La bonne presse, c'est toi. Il y a également une mauvaise presse. Non, c'est pour ça qu'il y a une régulation, monsieur. Je ne dis pas que le directeur de publication est un mauvais presse. Non. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, monsieur Niémec. Il y a une mauvaise presse. Vous n'avez pas dit que le dossier là est-ce que tu es obligé de monter à madame que là tu la défends? Non, je la défends pas du tout. Non, laisse ça, dis-lui que madame, quand j'étais là-bas, tu sais que Niémec est toc-toc. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas te défendre. Ne parle pas pour toi, non, laisse-moi déjà gâté. Oui, voilà, pour l'opinion publique. Voilà, on a compris. Besoin d'être éclairé sur la procédure de justice. Ce matin, j'avais d'abord pour objectif de faire comprendre à toute la presse camerounaise qu'un confrère vient encore d'être interpellé dans des conditions encore bizarres. Je préfère ce vocable-là. Et maintenant, on devra faire ce qu'il faut faire. Hein. Vous savez, parfois, j'ai l'impression au Cameroun que les journalistes font pitié. Essayez un peu d'attraper un avocat dans ces conditions. Essayez un peu d'attraper un médecin dans ces conditions. Vous allez voir. Essayez un peu d'attraper un architecte dans ces conditions. Vous allez voir. Mais dès qu'on vient, essayez d'attraper un médecin. Dès qu'on vient au niveau de la presse, les gens commencent à sortir des gros... La bonne presse et tout ça. La mauvaise presse. Voilà pourquoi la presse au Cameroun restera faible. À tout de suite pour la suite. On va repasser la parole à Pierre Blériot Niémec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, la dénonciation de ce jour, je ne sais pas, on va se fatiguer avec cette affaire de certaines nouvelles églises. Quand nous quittions hier, vous m'avez vu assis dehors avec une dame et sa fille. Pour que je parte de là, il a fallu que j'aille chercher les forces très loin. La dame est venue se plaindre de ce que elle a appartenu à une église. Et à un moment donné, le grand pasteur l'a confié à une petite cellule de prière du côté de Biémassi. Et là-bas, dans la cellule de prière, le pasteur de la cellule de prière, qui est un homme de 45 ans et un peu plus, s'est intéressé à la fille de la dame, qui a une vingtaine. La dame a dit au pasteur, non, je ne suis pas venu ici pour livrer ma fille, je suis venu ici pour les prières. Elle dit que depuis qu'elle a opposé ce refus au pasteur, il lui a imposé les mains ce jour-là. Je vous assure, même hier, elle a fait des crises ici.
si je n'étais pas ce que je crois être aussi. C'est-à-dire, elle fait des crises au point de se déshabiller. Ça commence comme une simple chose. C'était tout dehors, là. Elle commence, vous sentez qu'elle est habitée. Depuis qu'elle a opposé le refus à ce pasteur, elle n'a plus de tranquillité. La maman. La maman. Sa fille la balade partout. Elle veut même fuir sa maison parce qu'elle croit que c'est la maison qui est hantée. Je lui ai dit hier que, bon, vous êtes à Info TV. Ce n'est plus votre maison, ce n'est pas antenne ici. Et donc, elle est aux abois, elle recherche quelqu'un qui va la délivrer de ce que le mauvais pasteur a mis en elle. Incroyable. Ouais. Pour partir de là, hier, je vous assure, elle a commencé à faire des crises. Je vous ai dit que dans ma prime enfance, j'ai été pasteur. Sinon, vous auriez vu une catastrophe à Info TV. Il fallait déjà qu'on maîtrise et qu'elle puisse rentrer. Donc, je ne suis pas tranquille. J'ai promis de lui apporter du soutien et je lance aussi cette alerte à tout le monde. Oh là là, situation triste. Hein? Situation triste. On passe la parole à Samuel. Bonjour. La dame a à peu près quel âge? Elle est dans la quarantaine. Dans la quarantaine. Sa fille à la vingtaine. Oui, elle est dans la quarantaine. Et le pasteur de la petite cellule de prière voulait prendre la fille. Et la maman a dit non, je suis venu pour la prière et non pour venir vendre ma fille. Samuel, bonjour, votre réaction? Oui, moi je pense que on n'a pas dépénalisé les délits religieux, si on peut qualifier ça comme ça. Et je pense que là-dessus, Bléreux sera d'accord avec moi parce qu'on parle là des pasteurs. Et des mauvais pasteurs, cette fois-ci. Donc, ce genre de pasteur doit mériter une plainte déposée à la PJ. Pour rejoindre... Et cette fois-ci, non, là je suis très sérieux. Ah, d'accord. Et je crois que cette fois-ci, la justice pourra effectivement faire son travail et mettre aux arrêts ce mauvais pasteur, puisqu'il en existe des bons également. Moi, je pense donc que le ministère de l'administration territoriale, qui est quand même chargé de la régulation de cette activité religieuse, doit également mettre sur pied une cellule de régulation, d'encadrement. Parce que ça commence à aller dans tous les sens, où n'importe qui peut se lever et il dit qu'il a eu l'onction dans la nuit, et le matin, il commence à mettre la musique, et les gens commencent à accourir parce qu'ils cherchent le mariage, ils cherchent les grâces, ils cherchent le travail, ainsi de suite. Et dans un pays où on a quand même atteint un taux de misère assez élevé, on ne peut qu'avoir des gens qui sont victimes de ce type de braqueurs à col blanc. Donc je pense que cette dame est victime et elle doit déposer une plainte contre ce pasteur. Et une enquête judiciaire doit être ouverte contre ce monsieur, cet imposteur. Parce qu'en réalité, c'est un mauvais pasteur. Si un pasteur commence déjà à aller chercher à sortir avec ses fidèles, et que c'est avéré, parce que ça sont des cas de flagrant délit, il doit être mis aux arrêts parce que quand on dit que tu es un ascendant, tu es un ascendant ou bien tu es un parent spirituel pour tes fidèles et que tu te retrouves en train d'abuser, de chercher à abuser de ces fidèles, c'est pénalement réprimé par le code camerounais et par la loi camerounaise. Et ce type d'individu doit être écarté du circuit normal. Voilà un peu ce que je peux dire. Il n'est pas seul, hein. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pour ça que j'en appelle au ministère de l'administration territoriale de veiller avec ses autorisations qu'elles octroient à qui et à qui sur le suivi et même l'encadrement de ce type d'activités qui commencent à être des activités dangereuses pour la paix sociale et l'ordre public au Cameroun. Merci Samuel. Alors Alain, donc moi j'ai un souci. Vous savez, si nous arrivons au niveau de la justice, parce que la dame dit qu'elle a un problème et elle pense que ce problème vient du fameux pasteur.
est-ce que ce sera facile à prouver? Parce que c'est ça mon problème. C'est dit comme nous sommes déjà là dans l'ordre spirituel, ce mysticisme, ce n'est pas palpable. Elle a dit que c'est lorsque ce monsieur a posé les mains sur sa tête. Et à partir de ce jour, tout a basculé. Et elle pense que c'est parce qu'elle a refusé de donner sa fille à ce monsieur. Et on lui demande de porter plainte. Est-ce qu'une plainte comme ça, c'est vrai qu'on n'est pas juriste, est-ce qu'une plainte comme cela peut prospérer? Mais vous mettrez quand même la spiritualité. Bien sûr, je ne suis pas juriste, mais il y a ce qu'on appelle le bon sens. Très bien. Donc, vous voyez, c'est ça toute la difficulté avec ce genre de situation. Parce qu'elles sont marquées d'une bonne dose de subjectivité. Hein? Elle va dire, bah, il s'est passé ci, il s'est passé ça avec le prétendu pasteur à la ramasse, puis j'ai commencé à faire ci, ça. Vous savez, la justice, c'est les preuves matérielles. Comment va-t-elle pouvoir le prouver? C'est ça toute la difficulté. Elle aura beau avoir raison, qu'aura-t-elle comme preuve matérielle acceptable sur le plan judiciaire? La sorcellerie est dans le code pénal. Oui, justement, La sorcellerie est dans le code justement, pénal. mais il faudra corréler. Il faudra être à même de montrer. Il faut une démonstration palpable, intelligible, qui avérée, qui démontre que, bah voilà, c'est le pasteur en question qui a quelque chose à voir avec tout ça. Est-ce que elle n'avait pas quelque chose de... Attends d'abord, on va appeler le pasteur au tribunal. Le pasteur va vous parler de quoi? De quoi? Je ne connais rien. Moi, j'appose les mains sur les gens depuis 20 ans. Moi, Et toujours en matière de subjectivité, avec cette espèce de respect qu'on voue à cette catégorie de personnes, peut-être même que dans la chaîne judiciaire, il y a des gens qui vont dire comment je vais me mettre maintenant à questionner le pasteur et tout ça. Non, moi je vais un homme de Dieu. Il peut même me lancer. Écoutez, il y a un proverbe dans la Bible qui dit ceci. Un proverbe dans la Bible dit ceci. Il y avait un sage dans une ville, personne ne l'écoutait parce qu'il était pauvre. J'interpelle la perspicacité des gens pour qu'ils comprennent. Je vais le dire, il nous manque du temps. C'est des sujets sur lesquels on pourrait parler, baver pendant des jours, mais les gens, je vois qu'ils ne comprendront jamais. La cabale des mystères utilise un triptyque. Il y a la politique, il y a la finance, il y a le religieux. Tout ça pour subvertir à un certain ordre spirituel et dociliser les masses. Toutes ces chapelles, la religion dénominationnelle, elle est kabbalistique, c'est sa trame, c'est sa nature. Elle n'a pas vocation à vous aider, à vous élever, à vous construire sur le plan spirituel. Je l'ai toujours dit. Tout ce que ces gens font là-bas, ces histoires qu'ils appellent le parler en langue, le type de prière, cette agitation, cette surexcitation. Les gens ne savent pas qu'en réalité, ils sont en train de se soumettre à des techniques de contrôle mental et spirituel héritées de la cabale des religions mystères les plus anciens, orientales, etc. Vous allez vous mettre sous un joug que vous n'imaginez pas. On a beau le leur dire, mais avec la misère qui ne fait que foisonner, les gens sont en mal de repères, ils veulent ça, ils veulent des remparts, mais la plupart du temps, les options qui leur sont proposées sont des mauvaises options. On n'a pas besoin d'une dénomination. La foi, elle est individuelle. La foi n'est pas dénominationnelle. On peut partager sa foi sans avoir à recourir à ces entités qui, je le dis toujours, sont des entités qui ne sont pas neutres, qui sont politiques. Merci. Parler en langue. Parfois, je vois ça à la télé. Un soi-disant pasteur commence à faire tu demandes mais il est devenu fou. On dit non, il parle en langue. On dit non, c'est biblique. Il parle en langue, on dit non, c'est biblique. C'est pour peut-être montrer qu'il est en connexion avec le très haut. Si tu es Bamileke, parle Bamileke. Si tu es Wondo, parle Wondo. Les histoires là, Moubarak, au-delà de tout, il y a une dame qui souffre. Et la dame pense connaître l'origine de son mal. Elle accuse de manière très claire son pasteur. Que faisons-nous? J'ai envie de dire que, bon, on nous a demandé d'aller en justice. Mais j'ai envie de penser que lorsque
que la justice fera dans cette procédure pour démontrer de si le pasteur est coupable ou pas. Il y a la congrégation des pasteurs qui viendront dire qu'il faut que le pasteur comparaisse libre parce que c'est un pasteur. Vous voulez revenir sur le problème des journalistes parallèle. Pourquoi on était de ce qu'on D'abord, c'est la culpabilité du pasteur. C'est la même chose. Vous pensez que le problème de ce pasteur, c'est la même chose que le problème des journalistes? J'essaie juste de faire un petit parallèle pour dire que tu es en train il n'y a pas de parallèle à faire. chaque fois que c'est comme ça que le franquisme veut gérer les journalistes, C'est compliqué. il faut faire attention avec les journalistes. tu me lèves. Oui, fais vite avant. Si c'est comme ça, si tu es du côté de cette forme de justice là contre les journalistes, fais d'évoluer la loi et de pénaliser les délits. Non, je préfère te dire que les franquistes vont combattre le franquisme, les franquistes vont pénaliser les délits de poids. Et là, nous allons les soutenir. Si chaque fois que la justice se saisit d'un dossier, La justice ne s'est pas saisie. Madame le ministre, Pour l'instant, la justice ne s'est pas saisie. il faudrait que la congrégation duquel Elle est libre. Nous parlons Oui, là, je rentre de dans la le sujet. dénonciation Je qui a été posée sur Je la table. comprends, et c'est malheureux parce que c'est une situation qui arrive. Et on a aujourd'hui souvent tendance à pointer les petites églises qui naissent tous les jours là d'être les moins bonnes. Mais l'actualité nous enseigne quand même que dans les grandes églises, les anciennes religions, il y a des scandales de pédophilie, et toutes ces formes de détournement là, d'enfants. Bref, le mal est un peu trop profond. Et les solutions, il n'y en a pas vraiment beaucoup parce qu'il est compliqué de distinguer le vrai de l'ivraie. On est tous en face des gens qui se disent hommes de Dieu, qui utilisent les mêmes livres, la Bible, le Coran et tous les autres livres que nous avons. Non, vous avez des personnes en sultan qui a priori sont de bonnes personnes. Il est tellement compliqué, même dans la recherche de solutions, de dire à cette dame que va vers cette personne parce que tu penses qu'elle est une bonne personne, tant la personne que tu penses qu'elle est une bonne personne utilise les mêmes éléments, les mêmes effigies que le pasteur qui lui a posé les mains. Voilà la difficulté aujourd'hui. Bon, maintenant, on sait quand même qu'il y a quelques personnes qui peuvent l'aider à retrouver du moins sa santé mentale, parce qu'il y a des personnes qui sont réputées dans ce genre de choses-là. En pays Bassa, en pays Bamoun, il y a des papas qui ont l'habitude de congédier des troubles mentaux. Elle peut essayer d'aller vers ces zones-là et je pense qu'elle pourra trouver. Pierre Blériot, Yamek, qu'est-ce que nous pouvons faire pour proposer des esquisses de solutions, pour proposer dans un certain nombre de solutions à la dame qui souffre? Entre-temps, quand même, avant que nous prenions la parole, est-ce que la dame est repartie à l'église pour dire à ce pasteur-là que moi, je ne comprends plus mon corps? Non, depuis que tu m'as posé les mains. Elle a même peur d'y aller désormais. Allez-y. Donc, parfois ici, c'est vrai, nous ne sommes pas dans une émission de spiritualité, mais vous avez tenté, vous modérateurs, de tourner en dérision le parler en langue. On vous a dit que c'est biblique. Oui. Oui, le parler en langue est biblique et il y a un processus, un procédé pour cela. Il est apparu pour la première fois aux apôtres après le départ de Jésus-Christ et 10 jours après. Bon, ça c'était en passant. Non, ne passons pas comme ça. Jésus parlait souvent en langue. Non, c'est les premiers apôtres, oui. Qui en réalité est le chef de l'église pour nous les chrétiens catholiques? Pour vous les catholiques, c'est Pierre. Le chef de l'église. Oui. Et Jésus le est quoi? Il a la pierre angulaire. Le chef de l'église catholique, selon l'église catholique, c'est l'apôtre Pierre. Et Jésus lui est quoi? Mais il est la pierre angulaire, je vous réponds. Et Jésus donc qui est... Demandez-moi pourquoi Jésus ne parlait pas en langue. Vous savez pourquoi Jésus ne parlait pas en langue? C'est dans la Bible. Oui, c'est pourquoi. Oui, bien. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui donne la possibilité de parler en langue. Vous expliquez les autres choses qui n'ont pas été... Et Jésus n'avait donc pas le Saint-Esprit? Non, Jésus est l'une des 3 personnes que vous mettez dans la Trinité. Il faut dire quelque chose au sujet du parler en langue. Il y a ce qu'on appelle le glossolalie et il y a ce qu'on appelle le zénolalie. Dans Actes des Apôtres dont il parle à la Pentecôte, les gars te parlaient une langue intelligible, une langue existante. C'est-à-dire qu'on est intelligible, c'était des langues existantes. C'est-à-dire que pour évangéliser, parce que je note prêcher, là. oui, pour évangéliser et prêcher, ceux qui étaient venus pour le grand messe religieux de cette époque à Jérusalem et qui avaient besoin d'écouter ce que le Saint-Esprit avait à dire. C'est-à-dire que toi, parfait, je ne suis pas Ewondo, mais
je n'ai pas la connaissance de la langue Ewondo, mais le Saint-Esprit me fait parler en Ewondo pour que toi tu comprennes ce que j'ai à dire. On se comprend bien là? Je comprends. Bien. Maintenant, vous avez bien répondu à non, je continue pour parce que les choses que les jeunes font soit là, laisse-moi développer par là. Il y a un éminent théologien et auteur. Il a été formé dans le système catholique. Il a l'avantage aussi d'être docteur dans le système dit protestant. Voilà, donc il a fait les deux théologies. Et il a eu l'honnêteté en commettant un livre, le titre est Révolution Vatican, de dire qu'on a fait des études pour se rassurer sur ce que ces gens-là font. Et qu'ils appellent le parler en langue, le glossolalie, c'est-à-dire parler en une langue inintelligible. Ils appellent ça la langue des anges, entre guillemets, qui a existé. C'est une expérience spirituelle qui a existé. Mais alors, même la Bible elle-même, dans 1 Corinthiens 14, Paul insiste sur le fait que cette langue, elle est totalement accessoire, elle ne sert à rien, elle n'édifie que celui qui la parle. Et maintenant je reviens sur Kobialka, l'auteur dont je parlais, le double théologien, qui a fait une enquête et qui dit qu'en réalité, les résultats montrent que ce que ces gens veulent bien appeler glossolalie, ce parlant en langue qui parle aujourd'hui, contemporanisé, n'est rien. C'est une imposture spirituelle. Et on a fini par appeler ça la langue de serpent. Un autre auteur que je connais appelle ça la langue de vipère. Hein, c'est une langue vipérine satanique. Ça n'a rien à voir, c'est des mantras. Merci Alain Douk. Je suis très séduit par l'exposé d'Alain Douk. C'est une langue satanique. Ça va en vrille. Ils ont activé le 3. Aïe, si tu voudrais que ton émission se transforme en une émission théologique, je vais donc répondre à Alain Douk par la théologie chrétienne. Actes des Apôtres, chapitre 2. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En d'autres langues. Continue ta lecture. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous la terre. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, et tu me contredis en quoi? C'est ce que j'ai dit. Non. C'est ça, non, ça c'est la première partie. Alors, non. Maintenant, en Corinthiens, parce que je ne vais pas me mettre, comme il connaît le texte. En Corinthiens 14. En Corinthiens 14 dit, vous recevrez soit des langues des hommes, soit des langues des anges. Le chapitre en question, c'est tout Est-ce que Paul reconnaît les langues des anges? Attendez, est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas certaines langues qui étaient appelées les langues des anges? On dit qu'elle est accessoire, elle ne sert pas à grand chose. Est-ce qu'elle avoir le don d'interprétation et il sanctionne même de façon sentencieuse, il dit que le plus important même, c'est le don de prophétie. Voici ce que Paul dit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oui. Celui qui prophétise édifie les autres. Alors, non, ça ne veut pas dire qu'il renforce le parler. Non. Est-ce qu'il le dit ainsi? On ne se comprend pas. Je pense que on fera une émission sur le parler. Merci. On va repasser la parole à Blérius pour intervenir sur la dénonciation. Non, sur la dénonciation, deux aspects. Il faut que le MINAT, avec tous les serpents affamés qu'on peut avoir, s'intéresse aux églises en général et celles qui sont en train de captiver les esprits pour les y conduire, d'une part. D'autre part, du point de vue de la spiritualité, depuis que j'ai fait la dénonciation, j'ai quand même un certain nombre de personnes qui réagissent là. Sur le coup, on a besoin de sauver cette dame. Oui. Elle est en détresse, elle est en difficulté. Tout à fait. Elle a été évidemment, parce que ce qu'il faut dire, Alain Douk a fait théologie, je l'ai fait. On va faire une émission de spiritualité, dans le but pas de nous défier, mais d'édifier le peuple de Dieu. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que quand vous entrez dans les églises, moi j'ai été pasteur. Si je veux tirer votre énergie, je sais ce qu'il faut faire.
Et c'est pour cela que moi, je ne vais plus à l'église. Donc, quand nous le disons, des gens qui ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église, viennent te dire, non. L'église est sous le joug d'un grand gourou. Toutes ces églises-là. Toutes les dénominations. Le pasteur là, lui, il travaille sur la sexualité et les jeunes filles sont intéressantes. Et observez que 80 à 90% de ces jeunes pasteurs vont avec toutes les petites filles. Où les mamans ne les intéressent pas. Les épouses, les mamans, c'est accessoire. Mais ils les aiment dans la virginité. Parce que ils recherchent. Oui, donc comment ça devient dangereux. Oui. Donc, vous qui amenez vos enfants vers des dénominations dangereuses. Je dis même souvent aux gens, tant que vous n'avez pas trouvé une dénomination, restez dans vos dénominations classiques où vous allez dimanche, vous écoutez le prêtre ou le pasteur parler, vous ressortez. Très bien. Ouais. Lisons quelques messages. Hein. S'il vous plaît, il n'y a aucune preuve que c'est le pasteur qui est la cause des problèmes de cette femme. C'est plutôt les prières de ce pasteur qui ont exposé l'état mystique de cette femme. Vous n'êtes pas les premiers à blasphémer l'Église et vous ne serez pas les derniers. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons mourir. Permettez aux téléspectateurs d'avoir leur opinion. Nous sommes d'accord. Parce que les téléspectateurs vous subissent pendant des heures. Vous n'êtes pas ceux qui sont toujours d'accord. Non, vas-y. Donc permettez aux téléspectateurs de donner leur avis. Vous n'êtes sûr de ce que cette femme dit. Vous n'êtes pas sûr de ce que cette femme dit. Allez aussi rencontrer le pasteur. Elle vous y conduira. C'est Martin Luther qui envoie ce message. D'accord. Et il continue en disant, qui vous a dit qu'il y a seulement les pauvres à l'église? Nous avons aussi les riches dans les églises. Merci beaucoup. Hein. Autre préoccupation ce jour, nous allons prendre ce message. Allons au plus 33. Alors, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à vous sur le plateau, émission électrique, toujours un régal d'écouter Alain Douk, très lucide et impartial dans ses prises de position. Un bonjour très spécial à Samuel Bonjoc, la yopiste déguisée. On a tout simplement compris que la mère lui donne souvent en main. C'est un gars des réunions à Saint-Mélima. Chaque jour, j'étais dans le village de telle mère, on était ce week-end chez tel ministre, un seul mot, le ventre. Voilà l'autre ancien vendeur... ah là là, ancien vendeur de quoi? Ancien vendeur... Non. Si vous avez un problème particulier avec quelqu'un sur ce plateau, ce n'est pas ici que vous allez régler vos problèmes. Moi, je n'amène pas mes invités à la guillotine. Alors, et là, je saute. Monsieur Moubarak ne t'a rien fait. Voilà. Alors, quoi qu'il ait vendu par le passé, nous avons tous vendu. Notre message. Un bonjour spécial à toi, parfait, et aux aimables et brillants Douk et Nyemek. Pas de salutations au Sir Mbanjok. Et l'autre qui sera bientôt un brandiste ou un junioriste, et qu'il retienne qu'on enferme. Qu'il retienne qu'on n'enferme pas un journaliste pour ses prises de position. Il y a des instances de régulation corporatistes pour traiter les dérives. Et au-delà du fait que certains policiers soient OPJ, ils n'ont pas qualité pour incarcérer un justiciable. Ils peuvent prolonger la garde à vue pour besoin d'enquête et non délivrer des mandats d'incarcération. Sans être naïf, ici, il s'agit du CCA. Pour la dénonciation, on doit fermer toutes ces églises qui contribuent à divertir les masses. Aucun pays sérieux au monde ne s'est développé avec la religion. Je connais 2 anciens chômeurs qui volaient les poulets à Oyoma-Ban, qui après un séjour au Bénin sont rentrés ouvrir une église où ils s'engraissent bougrement. Katango ferme ça. C'est Fabio Tama de la France qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour au panel. Bonjour parfait et au panel.
s'il vous plaît, c'est quoi les franquistes et leur objectif? Merci, Franck depuis Douala. Mais tu es Franck toi-même, tu t'appelles Franck. C'est tout ce qui s'appelle Franck. Tout ce qui s'appelle Franck sont franquistes. Voilà. Il faut pas dire ça. Vous voulez répondre comme besoin d'éclaircissement, il faudrait juste qu'on lui fasse comprendre. Allons-y rapidement. C'est un mouvement politique qui milite pour la paix et l'unité nationale et qui pense qu'il peut y avoir une transition politique pacifique au Cameroun et que la personne la plus à même de conduire cette transition-là, le moment venu, c'est Franck Biya, est le concitoyen Franck-Emmanuel Biya. Sans blague. Bonjour à vous les dinosaures de l'espace. Ça s'appelle aussi Olivier, non? S'il vous plaît. On n'est pas sur Olivier. S'il vous plaît, nous lisons les messages. Je préfère qu'on puisse dire bonjour les démineurs de l'espace miné. Il a dit autre chose. J'ai aimé la précision de Pierre Blériot. Le faux pasteur, car il y a des vrais pasteurs, de la même manière qu'il y a du vrai et du faux dans tous les domaines des classes sociales. Alain Douk est toujours là avec ses affaires de cabale. Qui vous a dit que Dieu n'existe? Oh là là, des soucis, hein? Avec certains amis là, mais ne sont même pas des amis. Alors, qui vous a dit que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a que de la cabale partout? Il y a aussi de bons messagers pour le Seigneur. Et quant à la dénonciation, pas dans le système, la femme est de mauvaise foi. Si elle avait refusé sa fille au pasteur et qu'elle s'était rendue compte que Dieu n'était pas là, pourquoi n'a-t-elle pas fui l'église et est partie et s'est fait imposer les mains? Non, parfait à ici. Il y a un autre problème que la femme a. Parfois les femmes viennent à l'église avec leur malédiction et ne disent pas la vérité. Et puis quand on prie pour eux, la folie commence. J'ai reçu une femme comme ça chez nous à la congrégation baptisée paroisse Nouvelle-Jérusalem Vogada. Si je n'avais pas eu la maîtrise de la délivrer, on aurait dit que c'est notre église qui l'a rendue folle. Attention, attention. Pasteur Ange Jean II, Corniette, Vogada. Je comprends maintenant son intervention. Parfait, il faut lui dire que le mot église vient d'ecclésia, qui veut dire assemblée. On peut s'assembler pour n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des assemblées sataniques. J'espère que vous savez qu'il y a une dénomination appelée Église de Satan. Pour l'instant, nous pensons que son assemblée. Et moi, je crois en Dieu, le Tout-Puissant. Calmez-vous, Alain. Pas aux églises. Bonjour, monsieur Parfait. Ici est ton illustre panel. Concernant la dénonciation du jour, faut savoir que les affaires de spiritualité sont compliquées et chaque histoire à deux versions. Autrement dit, avant de tirer des conclusions, je pense que je veux dire hâtives, et fustiger ce pasteur, il est judicieux de se rapprocher aussi de lui, ou même alors de se rapprocher d'autres personnes compétentes en spiritualité pour déceler la source du malheur de cette dame et trouver des solutions. Votre humble téléspectateur depuis le village Ngambetika, c'est signé Pablo. Bonjour Parfait, bonjour à tous. Dites à Blériot qui lutte contre ses faiblesses que s'il veut lutter contre son appétit gargantuesque pour les femmes, je peux l'aider avec la faiblesse sexuelle. Blériot, c'est mieux comme ça, non? La raison est toute trouvée. Et là, même quand j'en aurais très peu, alors est-ce que soit un mal soit un mal. Quand vous aurez la faiblesse sexuelle, il fallait dire l'impuissance. Le problème sera réglé. Le problème est réglé à la base, à la racine. Non, en fait, il ne Blériot, tu veux non, dans la spiritualité. Non, Alain Douk est d'accord. Non, il faut être en capacité de faire et refuser de faire. Dans l'incapacité de faire, vous ne luttez plus. Oui, c'est clair. C'est pour cela que les prêtres on commence comme par t'aider. On te lance l'impuissance et le problème est réglé. Donc il va me lancer. À tout de suite pour la suite. Qui lance même ça? Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9
4000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Désirez être juriste d'entreprise, comptable immobilier, administrateur des biens, ingénieur en construction, géomètre, topographe, aménageur foncier, manager hôtelier, promoteur immobilier, expert immobilier et bien d'autres. IFPSUB, à travers sa panoplie de formations, vous propose des filières suivantes en BTS. Profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, génie civil, option bâtiment, hôtellerie, restauration, hébergement, décoration intérieure. En licence, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, profession immobilière avec 3 options, aménagement et acquisition foncière, comptabilité, finance, fiscalité immobilière, gestion et transactions immobilières. Autre information en DQP et en CQP, nous vous ouvrons les portes de l'avenir, de l'emploi et de l'auto-emploi au Cameroun et à l'international. IFPSUB, for a secure real estate world. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Loveline, épouse Numbisi, j'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. L'Institut supérieur La Perle devient le centre universitaire La Perle. Sénulab. Le Sénulab, ce n'est seulement pas le nom qui change, mais aussi l'offre et la qualité des formations aux métiers adaptés aux réalités du marché de l'emploi national et international. En plus des formations en BTS, HND, licence professionnelle et master dans les filières commerce et management, droit, technologie et ingénierie, et puis santé sous la tutelle académique de l'Université de Douala. Le Sénulab, avec l'appui de ses partenaires comme Excella La Rochelle et Noema Business School en France, ouvre par voie de concours pour l'année académique 2024-2025 un cycle d'ingénieurs de l'école supérieure de la logistique du transport et de l'économie de l'Université de Bolova, délocalisée à Douala-Yassa. La formation est en continu pour une durée de 5 ans à partir du baccalauréat. Date limite de dépôt des dossiers le 26 septembre et la date du concours le 28 septembre 2024. Pour toute information complémentaire, rendez-vous au campus de Yassa à 100 mètres de la route de la léproserie ou à Aqua en face du centre des impôts, sans Libé, face à la Sonara. Le Sénulab, une formation, un métier. Lutter contre la vie chère tout en facilitant la construction haut de gamme, c'est la mission que remplit au quotidien la Société Générale des Tôles du Cameroun, en abrégé Sogetol. Situé à Yaoundé, au quartier Kounou 2 chevaux en face de la garde présidentielle, des tôles prélaquées, bacs, ondulés, tuiles, métrobondes, en aluminium, en alusing ou alubassa, plus d'être spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des tôles, selon la commande effectuée, c'est également un lieu de confort et de disponibilité pour répondre aux besoins des potentiels clients. Et j'ai été très ravi de la qualité des produits qui m'ont été servis. Sogetol, c'est aussi la livraison à temps et en heure sur l'ensemble du territoire national. Nous donnons la possibilité à tout Camerounais de pouvoir mener à bien son projet de construction. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. La longévité.
Ce matin, la lutte contre les faux diplômes nous intéresse au premier plan. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui justifie la montée en puissance des faux diplômes au Cameroun. Et maintenant, est-ce que le gouvernement de la République peut réussir le combat contre les faux diplômes? La Commission nationale anticorruption, la CONAC, vient de lancer une opération. C'était hier du côté de l'université de Yaoundé 1, la lutte contre les faux diplômes en République du Cameroun. On passe la parole à Samuel Mbonjok. Samuel Mbonjok, de manière générale, qu'est-ce qui peut justifier cette montée en puissance des faux diplômes au Cameroun? Bon, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes de ce type de phénomène, mais je peux déjà dire que cela rentre dans des éléments de mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance qui englobe en réalité le secteur de l'éducation, avec tout ce que ça peut comporter comme fléau, la corruption, les trafics d'influence, le népotisme, des gens qui veulent avoir des diplômes parce que tel ou tel va les placer quelque part. Donc c'est la gouvernance qui est en péril en réalité, qui fait en sorte que il y a des failles, il y a l'opportunisme, il y a le népotisme, il y a tout ce que la corruption, comme je disais, et des gens qui n'ont pas de compétences ni de qualifications trouvent des moyens quand même de se faire établir des faux diplômes à gauche et à droite. On a le système de bonus, on a le système, vous entrez là, vous sortez avec un document. On a même eu des cas où même dans les institutions de l'État comme l'OBC, des gens sont allés faire des faux diplômes là-bas. Ah bon? On a eu des dénonciations comme cela. Comment ça? Mais oui, mais moi je vais vous dire, mais moi, je vais pas, on n'a pas assez de temps pour en parler. Je vous dis qu'à une époque où on faisait encore des dénonciations, on a eu des cas où des gens sont venus faire des faux diplômes à l'office du baccalauréat. Ils entrent, ils ressortent avec le diplôme. Et on a même licencié certaines personnes à l'OBC à l'époque à cause de ça. Parmi lesquels un de nos amis qu'on connaît bien. Non, qui était pas des amis qui font des choses comme ça. Non, c'est pas lui qui faisait. Je dis qu'on a licencié des gens qui ont dénoncé ce phénomène à l'office du baccalauréat. Donc ceux qui dénonçaient ont été licenciés. Mais oui. Mais je vous parle des années 2017, 2007 et tout. Ils sont là. Je ne veux pas seulement citer les noms. Non, je dis que il faut que les diplômes camerounais puissent avoir la même rigueur que les cartes nationales d'identité, avec des éléments d'identifiants uniques qui peuvent lutter contre la contrefaçon ou alors on appelle ça quoi, la duplication ou bien la contrefaçon, oui. Parce que vous allez avec le baccalauréat de quelqu'un, vous allez à Bonas, on scanne, on fait tout, et puis on imprime ça et puis ça sort avec le nom d'une autre personne. Il faut dire à ceux qui nous regardent à l'étranger que Bonamou Sadi est un quartier universitaire, quartier universitaire réputé pour les faux documents. Et pourquoi ça s'est développé là-bas? Parce que les étudiants ont fait 8 ans d'université, 7 ans d'université sans travail. Ils ont créé des laboratoires dans leurs chambres. Et c'est devenu le cercle de l'intelligence de Yaoundé. On produit tout là-bas. Parce que les gars sont sortis des doctorats, ils n'ont rien à faire. Des maîtrises, des chimistes sont sortis de Ngouaekele, ils commencent à vous fabriquer tous les savons que vous voyez. Tous les savons que vous voyez qui se baladent en route là, les gars fabriquent ça là-bas. Donc, c'est la gouvernance qui a échoué et qui nous laisse ce type de travers. Comment on fait pour les combats? On ne peut pas les combattre si on ne combat pas la racine qui est la malgouvernance. Très bien. Donc, le culte du diplôme, on ne s'intéresse pas à savoir ce que quelqu'un peut faire ou sait faire. Il suffit juste qu'il justifie d'une licence ou d'une maîtrise et il devient cadre à Camtel, à la SNH, à la CNPS. Et puis, on ne s'attend pas aux résultats. Et on a un pays que nous avons. Disons que vous avez pris des exemples comme ça. Mais d'ailleurs que c'est là-bas où les faux diplômes se sont montés à la paix. Non. La CNPS a eu le record. C'est a eu un record de faux diplômes. On a même balayé. Je pense que c'est le DG actuel qui avait plutôt lancé une lutte contre les faux diplômes à la CNPS. Et beaucoup ont été licenciés. Qu'on fasse pareil à Camtel. D'accord. Alain Douk,
il y a ce qu'on appelle au Cameroun la diplomite, la course au diplôme. Intelligent ou pas intelligent, idiot ou sot, il faut avoir le diplôme. Et vous bombez le torse sur les plateaux de télévision en disant je suis docteur, je suis professeur, j'ai un master. Apparemment c'est on finish, on est obligé parfois d'aller faire le faux. Mais justement, voilà. Et c'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'est en réalité un fait qui découle du fait que nous avons construit civilisationnellement, entre guillemets, parce que nous n'avons pas de civilisation, bref, culturellement, une nation où on n'exalte pas les valeurs. C'est-à-dire que chez nous, la méritocratie, pensez que c'est une valeur qu'on veut exalter dans ce pays? Non. En réalité, c'est pas ça. Le culte de l'effort. Ici, on ne veut pas savoir, est-ce qu'il est capable de prendre sur lui la charge qu'on veut lui confier? Est-ce qu'il en a la fille d'étoffe? Non, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu ramènes le papier. Un papier qui n'est qu'une présomption sur tes qualifications, sur tes compétences, qui ne démontre rien. Et il y a même des brillants intellectuels ailleurs qui ont démontré qu'en réalité, sur le plan de la culture, le papier en question qu'on appelle un diplôme, c'est un problème. Et qui ont brillamment écrit là-dessus. Donc on doit changer notre mindset. Mais comme le système est construit de telle sorte que on veut ériger en norme l'arbitraire, ceux qui sont supposés être à des positions de régulation, eux-mêmes savent qu'ils veulent faire prospérer l'arbitraire. Donc ils n'ont pas intérêt à verrouiller les choses. Donc on laisse prospérer cette situation kafkaïenne parce qu'on sait que on aura le cousin de la nièce, de l'oncle, du petit cousin qu'on voudra bien à un moment donné, pour quelque raison que ce soit, positionner à tel ou tel autre niveau. Et si on a soi-même d'ailleurs trop verrouillé l'affaire, comment on fait pour le placer? Est-ce qu'il aura le diplôme? Puisque c'est le diplôme qui compte, c'est le critère qui compte. Est-ce qu'il aura le diplôme pour que je le mette à telle ou telle autre position? Et il y a des gens ici comme ça qui ont, fait toute une vie dans le faux. C'est-à-dire que ils sont là, ils se retrouvent même en doctorat, c'est à peine, si de tous les diplômes qu'ils ont, 2 sont vrais. Ouais. Donc, et vous savez, bien sûr, là où le bas blesse, c'est que nous savons ce qu'il faut faire pour que ce phénomène n'existe pas. Ça commence très loin. C'est déjà dès les premiers pas à l'école. C'est là où tout commence. Il faut un suivi qui fait que lorsqu'on arrive au terme du cycle de formation, notamment par exemple au secondaire, avant de rejoindre le supérieur, comme soit, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à ce niveau, ce soit un état de fait. C'est-à-dire que vous êtes suivi depuis vos premiers pas à l'école. Oui, c'est-à-dire que comme ils font avec les livrets, il y a un parcours, on voit vos notes. C'est-à-dire que même pour postuler pour certains concours, pour certaines écoles, on sait si vous avez le profil ou non, au travers du suivi. Qu'on pourrait même d'ailleurs, on pourrait l'appeler comme ça, qu'on pourrait d'ailleurs numériser. Il y a ce que les gens appellent le digital credential. C'est-à-dire que on numérise tout et on certifie au travers d'une blockchain, puisque nous sommes dans l'ère de l'économie numérique, n'est-ce pas, et de la 4e révolution industrielle. Ben, on sait ce qu'il y a à faire. On va faire comment pour être dans le numérique? Non, mais nos services sont centralisés. Quand on parle de numériser, on sait que ce sera ici. Voilà, c'est ici vers le centre. Ou alors vers les délégations régionales, etc., où on aura une base de données, etc. On n'est pas forcément en train de dire que de l'autre côté, c'est là-bas où tout va se passer. Et encore que là-bas, on peut... C'est les résultats de notre attardement sur le plan du développement, mais en réalité, c'est rien du tout. On a un pays aussi insolé que le nôtre, mais on pose toujours les problématiques d'énergie. Oh, il y a le soleil et tout. Moi, je comprends pas. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons eu des cas
suffisamment illustratif de faux diplômes au Cameroun. Le cas du ministre délégué à la présidence en charge de la défense reste illustratif. Quand je dis son cas, c'est qu'il a réussi à déceler, il a réussi avec ses collaborateurs à mettre la main sur un peu plus de 1000 faux diplômes au dernier recrutement du côté de l'armée. 2 ans ou 3 ans en avant, il avait déjà également réussi à déceler, démanteler pratiquement près de 1000 faux diplômes. Et effectivement, le ministre de la Défense balaie souvent ces candidats-là pour faux diplômes. Alors, ça, c'est le ministre délégué à la présidence, en charge de la Défense, qui le fait. Pourquoi cette action ne peut pas être contagieuse au niveau des autres administrations? Vous voulez vraiment la réponse? Allez-y. Les ministres ne se valent pas. Ah bon? Il y a des ministres dont on connaît le sérieux depuis longtemps. Quand ils posent des actes, personne ne revient sur ça. Il y a d'autres ministres qui tentent d'enlever seulement dans une direction les faux diplômes. On l'appelle le soir, on lui dit, remets les gens là. Toi-même, tu sais que tu as d'abord les faux diplômes. Toi-même, c'est nous qui t'avons. C'est nous qui t'avons placé là-bas. Il n'y a pas de ministre qui a un faux diplôme. Non, ce n'est pas sérieux. Tout un ministre. Tout est possible au Cameroun. Non, quand même. Je vais d'abord laisser les faux diplômes. Ok. Le premier diplôme que nous avons à la naissance, c'est l'acte de naissance. Tout à fait. Alain Doukadine, je crois qu'il va falloir qu'on organise des émissions de culture et autres. Alain Douk, nous avons une civilisation. Nous l'avons dévoyée. Quand j'étais petit, j'avais vu des enfants à notre époque déjà vouloir mentir que son père était le DG de telle structure pour draguer une fille. C'est-à-dire renier son vrai père et s'attribuer le père de quelqu'un d'autre. Il y a donc des gens qui ont les faux pères. C'est-à-dire que on sait que les papas d'emprunt. Oui, non, le papa là ne le connaît pas. Mais lui, toutes les filles du quartier savent qu'il est le fils du colonel. Il arrivait que tu vois un gars qui bluffe tout le quartier. Quand vous avez commencé à vivre dans le faux et que ça prospère et que vous réussissez en faisant le faux, il y a des parents qui envoient leurs enfants en ville. On lui dit que ton fils vole les dînes, vend les dînes à Yaoundé, les chaussures, les sébagots, il fait comme ça. Ça te fait une époque. Il fait comme ça. Et puis son fils rentre au village avec une voiture et on le célèbre. Donc voilà comment notre civilisation a été dévoyée. On ne se moque plus des voleurs. On ne se moque plus des tricheurs. Avant, quand tu avais triché en classe, la maîtresse, le maître commençait à crier sur toi. Oh, tricheur! Oh, tricheur! Moi, on connaît même quand on remettait les bulletins. Moi, je ne fais plus ça. Non. À ceux qui avaient échoué, on disait échoué, échoué. On est derrière toute la cour de récréation. Tu vas faire un effort pour ne plus échouer. Maintenant, les parents. J'avais cette dénonciation la semaine dernière. Les parents vont voir les maîtres d'école primaire et les directeurs pour falsifier les notes de leurs enfants. Oui. Et les maîtres et les directeurs jouent à ce jeu depuis l'école primaire. Vous voyez un con qui est dans la salle, il a une grosse tête comme ça, il fait des trucs, il n'a aucune note en classe, mais il réussit. Quand on a donc commencé à falsifier les notes de l'école primaire d'un enfant, il faut bien qu'on le suive. Après, on le met dans un lycée, dans un collège privé un peu huppé, et on dit au principal que c'est l'enfant de tel. Et les professeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de continuer le travail. Parce que je vais vous expliquer la nature du faux diplôme. Ne voyez pas seulement quand vous êtes allé à Bonas. Quelqu'un qui a eu son succès à toutes les étapes par des falsifications. Oui. Puisque papa est capable de le mettre dans les grandes écoles après ça. Oui. Quand il finit, s'il est déjà cadre quelque part, on lui envoie sa petite soeur pour qu'il lui fabrique un petit diplôme à Bonas. Est-ce qu'il va commencer à raisonner ses parents? Quand les parents lui expliquent, tu sais la peine qu'on... Aujourd'hui, quand les parents disent, tu sais la peine qu'on a prise pour toi, c'est la peine du faux. C'est-à-dire, nous on a acheté jusqu'aux escargots pour que tu sois là où tu es là. On a tout acheté. Donc c'est la nouvelle civilisation du faux. Tout ou presque est faux. Et les gens s'en accommodent bien. On vous remet un diplôme. Et parce qu'il faut que je vous dise ce que la loi prévoit. Quand vous allez certifier le diplôme,
l'officier de police judiciaire, l'administrateur n'ont pas le droit de déclarer ce diplôme faux. Il le certifie en attendant que les instances... Pendant l'original, fait. Oui, non, les instances, même si vous n'avez... Non, si je vous présente un faux original, vous n'avez pas le droit de saisir le diplôme. Parce qu'il y en a qui se permettent souvent de saisir les diplômes. C'est un procès qu'on va vous faire. Vous n'avez pas le droit. Ce sont les instances juridictionnelles qui doivent démontrer à la fin d'une enquête qu'un diplôme est faux. À partir de là, donc, beaucoup travaillent dans le faux. Vous êtes dans une administration où les gens ont des faux diplômes. Et dès qu'on a les faux diplômes, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut dire aux gens pour sortir le mal que ça fait. Quand on a des faux diplômes, on a peur des vrais diplômés. Quand ils arrivent, ils nous font peur. Parce que quand tu n'as pas fait la bonne école, il y a des choses qui t'échappent. Et les gens... Quand j'étais jeune dragueur, tu parles à une fille, elle te dit, je suis en LMF à soi. Tu dis, ma fille, il n'y a pas LMF à soi. À soi. Vous et moi, on avait travaillé quelque part. Hein, c'est une belle histoire. On a lancé cette opération. On avait demandé que chacun puisse apporter ses diplômes. Vous pouvez vous en rendre compte. Moi, j'avais apporté les miens. Hein. Il n'y a pas sur le contrôle de Blériot. Oui, j'étais le seul personnel. Voilà. Il y a un collègue là. Et c'est lui qui faisait le plus de bruit dans l'entreprise. Il disait qu'il avait une licence. Bon. Mais c'est vrai que quand il parlait quand même, hein, il ne ressemblait pas comme à quelqu'un qui a une licence. Mais bon, ça peut arriver. Il a apporté une licence. C'était une licence en sociologie, obtenue à l'université de Yaoundé de Soie. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, même si tu as fait ton four là, mais pas pris le temps de celui qui a fait le four, n'a pas pris le temps de idiot. Il ne sait même pas qu'à l'université de Yaoundé de Soie, il n'y a pas une filière sociologie. Il n'y a que le droit et l'économie. Ça, c'est le faux du faux. Le grave, c'est le faux. En fait, oui, je disais donc que ça met une société, ça met les enfants d'une même civilisation, les uns en guerre face aux autres. Parce que cette guerre-là, elle est farouche. Les médiocres et leurs faux diplômes ayant pris déjà possession du pays, ils veillent à ce que n'importe qui n'entre pas. Et ils verrouillent les portes. Et c'est ça qui bloque le système. Merci Blériot, Moubarak. Par moment, nous le disons. Hein. Est-ce que notre système n'est pas également pour beaucoup? Je vais m'expliquer. Le système anglo-saxon, de ce côté, il parle beaucoup plus lorsque tu es à la recherche d'un emploi. L'employeur ou celui qui t'examine, entre guillemets, te pose la question, que sais-tu faire? Monsieur Parfait ici, que sais-tu faire? Et tu dis, ben, moi je suis journaliste. Elle dit, d'accord, il y a un événement qui se passe là au stade Amadou Ahidjo. Vous allez aller de ce côté-là et faites-nous un compte rendu. Et tu pars au stade Amadou Ahidjo et tu rentres, tu fais le compte rendu. Si le compte rendu est bon, il te valide. Monsieur ici, que sais-tu faire? Ben moi je suis journaliste. On dit d'accord. Il y a le journal de 20h ce soir. Nous allons vous mettre au journal pour présenter ce journal. Et tout le monde va voir comment tu présentes le journal. Si c'est bon, on valide. Ainsi de suite, c'est le système anglo-saxon, Moubarak. On m'a dit que là-bas, on pose la question, que sais-tu faire? Mais ici, chez nous, on pose la question, tu as quel diplôme? Tout dépend de l'angle avec lequel on approche cette affaire-là. Dans le système anglo-saxon, c'est la spécialisation de la formation qui est à la base de la question que tu poses. C'est-à-dire que on n'apprend pas tout. Un peu comme, on n'enseigne pas tout aux enfants, un peu comme on fait dans le système francophone où tu fais en même temps les mathématiques, tu fais la philosophie, tu fais la littérature et la physique. L'histoire de la Chine. Dans le système anglo-saxon, on commence à spécialiser les apprenants très tôt à des métiers. Ce qui fait que tu grandis avec des compétences. Tu grandis avec des compétences et donc par conséquent, lorsque tu es face à un recruteur, à un employeur, c'est très facile pour toi d'exceller sur le know-how que sur le j'ai tel diplôme ou j'ai tel diplôme. Mais pour revenir sur la question de la qualité, bon, quand on dit que tu as un diplôme qui sort d'un Kumba, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout à fait. Autrement dit, la zone anglophone elle-même n'est pas exempte
de cette machination de faux diplômes. Le véritable malheur aujourd'hui, c'est que tellement les gens ont intégré en eux le faux, c'est-à-dire que tellement les gens ont perdu les valeurs, qu'on a l'impression que l'industrie du faux est en perpétuelle innovation. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie de travailler pour mettre des verrous, pour mieux contrôler le faux, eux ils travaillent pour dépasser, pour contourner l'ensemble de ce qui est fait de l'autre côté. Ça fait qu'aujourd'hui on est dans un combat perpétuel entre le contrôle du faux et l'innovation pour le faux. Ça là quand même, c'est l'une des réalités auxquelles aujourd'hui, parce que vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des vrais faux diplômes. C'est-à-dire que le diplôme, il est faux parce que bon, le porteur ne peut pas le justifier, mais lorsqu'on va même jusqu'à la touche, il faut véritablement avoir un niveau d'investigation très approfondi pour pouvoir démontrer de la mauvaise qualité. Il y a également un autre style de faux diplôme. Hein. Vous qui avez parlé du vrai faux, il y a une catégorie d'individus qui s'est retrouvé à faire des faux diplômes. Je prends un exemple. Un bonhomme, il est sorti, il a eu son baccalauréat il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il a fait une cinquantaine de concours. L'âge est passé. L'âge est passé. C'est-à-dire que il a 33 ans. Au Cameroun, pour certains concours, la date limite c'est 32 ans. Je ne pense même pas qu'au Cameroun, il y a un concours administratif qui a plus de 32 ans. Donc, il a donc déjà 33 ans, 34 ans. Mais il avait eu un vrai bac au lycée des Ceux. Pourquoi tu choisis ça? C'est un exemple, le lycée des Ceux. Il y a des lycées aussi en Bankobo. C'est un exemple. Il a eu un vrai bac au lycée des Ceux. Je vais te regarder comment. Bidima va te regarder comment. Salut mon frère Bidima. Maintenant, donc, l'âge des concours est passé. Il reprend donc son baccalauréat, son vrai et bon baccalauréat qu'il avait eu au lycée des Ceux. Il va à Bonamou Sadi. Et on va donc changer la date d'obtention de ce baccalauréat. On enlève peut-être même 15 ans. À lui également, on lui établit un nouveau acte de sang. Tout là-bas, Bonamou Sadi. On enlève 15 ans sur son vrai âge. Et là, il peut encore présenter le concours de l'école normale, le concours de la police, ainsi de suite. Malheureusement. C'est ce que je disais. Donc, et quand on enlève comme ça, il faut donc que tu aies l'expertise nécessaire pour te rendre compte que le nouveau diplôme avec le nouvel âge qu'il a est un faux. Parce que les gars ont des mécanismes de traitement de papier qui font en sorte que tu ne peux pas à première vue, ou alors si tu n'es pas un expert en matière de vérification, tu ne pourras pas très bien te rendre compte qu'il s'agit là d'un faux diplôme. Il faut être le ministre de la Défense pour pouvoir t'en sortir face à de telles situations. C'est malheureux pour le Cameroun, mais il faudrait que les gens comprennent et apprennent à réinterroger eux-mêmes leurs propres valeurs morales. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux? Quand je me permets de vivre faussement à moi-même, qu'est-ce que ça me dit? Parce que là, je pense que tout le problème se résume à ce niveau. Si les gens redeviennent intègres, si les gens ont de l'estime pour eux, si les gens commencent à penser qu'ils doivent mériter ce qu'ils ont, peut-être à partir de ce moment-là, on pourra nous tous être des acteurs de la lutte contre la prolifération du faux. Merci. C'est vrai qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Chacun aura 2 secondes, peut-être pas chacun. Samuel Mbonjok. Oui, mais que fait le Cameroun pour tordre le cours faux diplôme? C'est encore possible ou alors regardons ailleurs? C'est possible, c'est une question de volonté politique et il faut véritablement que nos gouvernants prennent le taureau par les cornes parce que les conséquences sont graves, désastreuses pour le développement de notre pays. Voyez-vous comment les industries tombent parce qu'il y a des incompétences. La médecine même, des pères ne sont plus prêts à se faire opérer par leurs propres fils parce qu'ils les ont achetés des faux diplômes. Partout, c'est la catastrophe et nous avons du mal à avoir des économies de sérieux qui peuvent relever notre niveau économique qui est déjà pratiquement au sol. On n'a que des gens qui viennent s'agiter pour dire qu'ils connaissent des théories économiques. Mais la conséquence, c'est qu'en 40 ans, 50 ans, nous sommes en train de nous mettre à genoux devant les institutions internationales.